L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Cyril. Bonjour les Élises. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. D'ailleurs, c'est le premier de ce hors-série, on peut l'appeler comme ça, parce que nous avons des invités qui vont nous parler de leur scolarité. Et donc aujourd'hui, on a Cyril, mais pas n'importe lequel des Cyril. On a Cyril de French Rénovation. Alors, chère auditorice, j'imagine que vous avez très envie de savoir, mais comment devient-on French Rénovation? Quelles études, quel parcours doit-on faire pour devenir French Rénovation? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Cet épisode s'appelle « Et l'école de French Rénovation d'abord, qu'en est-il ?» Alors Cyril, si je te dis école, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir comme ça, sans vraiment trop y réfléchir pour toi? C'est pas forcément positif, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas quelque chose où je me dis « Ah, c'était bien l'école, j'aimerais bien y retourner. » Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as vécu ta scolarité? Et donc ça a commencé à l'école maternelle. Déjà, t'as des souvenirs de ton école maternelle? Pas du tout, j'ai pas de souvenirs de lieu, déjà, j'ai pas d'image. Après, est-ce que c'est des souvenirs qu'on m'a racontés? Ou en tout cas, après, je me souviens avoir... des petites copines en maternelle, Okay. comme course dans la cour de récréation, voilà. J'ai que ça, vraiment que ça. Et tu vois la cour alors? Non, même pas. Si, peut-être un élément central, genre un toboggan ou un truc comme ça, mais c'est vraiment, vraiment très flou. Bon, a priori, Voilà. tu sais, on dit que quand on n'a pas de souvenirs, c'est qu'on n'a pas de trauma, donc c'est plutôt bon signe. T'as des souvenirs, toi, Élise, de ton école maternelle? Moi, j'ai un souvenir, c'est d'avoir apporté une jacinthe chez moi, dont j'avais planté le bulbe à l'école et j'ai rapporté ma jacinthe à la maison. Trop bien. Donc, Voilà. ça, c'est cool. C'est mon seul souvenir de maternelle. Et aucun souvenir de professeur marquant en maternelle. Absolument pas. C'est triste. On nous oublie. Non, mais c'est vrai, on vous oublie. Non, mais c'est Non. vrai, rien du tout. Mais c'est que ça se Rien. passe bien, comme tu disais. Ouais, Ouais. oui. Et t'as des photos de classe, tu les as toujours? De maternelle? Je crois que chez les maternelles, non, je pense pas. Ah, ok. Ça joue aussi sur les souvenirs, peut-être. Ah oui. Mais ça reconstitue les souvenirs. Ça reconstitue. Je crois que les premières photos que j'ai, c'est du CP. CP ou CE1. Ok, CE1 même. d'accord. Et ensuite, donc déjà, tout ça, c'était où? En région parisienne? C'était en région parisienne, dans le Val d'Oise. Où ça? On habitait dans un bled à côté de Cergy qui s'appelait Cormeilles en Parisis, je crois. Donc Ok. la maternelle devait être à Cormeilles en Parisis. Ok. Mon Bon, bah... papa avait acheté une maison S'il y a là-bas. des auditorices qui viennent de la même école maternelle, on vous invite à contacter French Rénovation sur ses réseaux pour en discuter avec lui. Et après, l'école élémentaire, c'était où? L'école élémentaire, j'ai commencé au CP. En fait, on a déménagé, on a fait construire une maison, la maison où j'ai appris à bricoler. Donc, on a fait construire cette maison. Et pendant ce temps-là, on a habité dans un petit bled en plein milieu de la campagne qui s'appelle Incourt. Et donc, j'ai fait mon CP à Incourt parce que ma mère travaillait à l'hôpital d'Incourt. Donc voilà, c'était pratique pour elle. Et tu t'en souviens pas du CP? Je me souviens pas du CP. Je me souviens avoir pleuré, je crois, un matin, peut-être à la rentrée, je sais pas, mais je me souviens que ça avait été compliqué. J'ai que ça, quoi, en tête. Ok. Et après, CE1, CE2, CM1, CM2? Donc là, je commence à avoir plus de mémoire. On arrive au CE1, on arrive pareil, donc Magny-en-Vexin. Là, on a fait construire cette fameuse maison. J'ai une petite école de 2 classes, CP, CE1, truc... Que de classe? Que 2 classes, vraiment. Parce qu'en fait, Magny-en-Vexin, c'est une ville, ça, je crois que 5000 habitants, un truc comme ça. Et il y avait des petites communes rattachées. Et donc là, on est dans cette petite commune. Et oui, en effet, deux niveaux, CP, CE1. Et là, je commence à avoir des souvenirs, ouais. Mais je pense parce qu'il y a des photos, ça doit être ça. Et puis, j'ai gardé notamment une copine qui s'appelle Jade et qui était dans ma classe en CE1. Quelqu'un que tu connais toujours aujourd'hui? Quelqu'un que je connais plus aujourd'hui, mais qui est dans le cercle d'amis du lycée, ouais. Et j'ai des bons souvenirs. Je crois que c'était assez sympa. Je crois que je réussissais pas trop mal. On avait des bons points en carton. On nous distribuait des bons points et des trucs à coller. Et moi, je kiffais bien le truc de bien réussir et d'avoir des trucs à coller dans mon carnet. Ce que tu as dit en premier aussi, c'est que c'était une petite structure. C'est ça qui t'a plu aussi, non? Ouais. Que ce soit une petite structure qui est très peu... Ah oui, c'est agréable. C'est quand même chouette. On avait fait un petit spectacle de fin d'année, je m'en souviens aussi. Je me rappelle plus comment j'étais déguisé, mais je me souviens de cette Jade. Elle était en princesse, c'était un truc de fou. Bref. Jade, si tu nous écoutes. Je vais pas donner son nom de famille, je me souviens de son nom de famille aussi. Ah ouais. Ouais. Et non, on jouait dans la cour et c'était cool. Et je crois que j'ai des photos de cette période-là. Vous étiez combien à peu près d'élèves? Je sais pas, j'ai une vingtaine.
Au total? Non, au total, on devait être 40. Ok. Une petite cour comme ça en L avec le CP, le CE1. Et tu te souviens de l'instit ou... Je crois que l'instit s'appelait Madame Lestrade. D'accord. Et c'était la directrice aussi? C'est possible. Il y avait un monsieur et une dame, et là, j'avoue, Donc forcément, ils étaient deux parce qu'il y avait Ouais. 2 classes. c'est ça. Et d'autres souvenirs marquants à part ça? Non. Pas de problème particulier. Non. Pas non plus de Non, souvenirs c'était cool, marquants. c'était vraiment à 5 minutes à pied de chez moi, c'était chouette, il n'y avait pas de bus, et tout, quand tu vois après la suite de ma scolarité. Voilà, la suite justement. Et bah la suite, l'élémentaire au centre-ville, donc dans le même bled, Magny-en-Vexin. C'était donc une autre école, mais c'était une école à nouveau avec peu de classes? Non, là c'était déjà le groupe scolaire, quoi. Enfin, Ok. tu vois, le truc déjà plus jusqu'au CM2. Je pense qu'ils avaient des CP et des CE1 aussi. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un site, d'amis, de choses, d'événements? Je me souviens que ça a commencé à être compliqué à l'école à ce moment-là. J'ai pas trop de souvenirs du CE2, à part que je crois que ça se passait pas trop mal, mais c'était plus grand et il y avait des trucs qui commençaient déjà à être compliqués. Je sais pas, des chorales, des trucs. Compliqué parce que gêné, Parce qu'il fallait se mettre en avant, parce qu'il fallait se montrer. se montrer, parce que c'était. On te laissait pas le choix. Oui, c'est ça. Oui, comme C'est souvent, ouais. juste que tu peux plus faire ce que. Enfin, il y a des passages obligés qui sont stressants et voilà. Et après, il y a un élément vraiment qui vient marquer, en fait, je pense, toute ma scolarité. La découverte d'une maladie que j'avais, très rare. Donc, j'étais en CE2, fin de CE2. Mhm. Donc, ça s'appelle une ostéochondrite. C'est un truc à la con, c'est pas très grave, mais ça touche les petits garçons en général. Et c'est la tête de fémur, donc, qui vient se s'aplatir un peu, si tu veux. Mhm. Et ça, si c'est pas soigné tout de suite, on subit une opération de la hanche vers 20 ans. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En gros, j'avais la hanche qui bloquait en montant les escaliers. On a été voir un médecin et je suis pas revenu chez moi. Ah, ok. Je suis directement parti dans un centre spécialisé. Le soir même? Non, en fait, je suis resté 15 jours à l'hôpital, le temps de Ah. préparer la place, c'est ça, 15 jours à l'hôpital. D'accord. Donc, avec les nuits sans les parents et tout, ça a été Ah oui. hyper traumatisant. T'avais quel âge exactement? 8 ans? Ouais, c'est En un truc, CE2. 8-9 ans, ouais, c'est ça. Et là, ça a commencé à être un peu chaud pour moi. En fait, ça a créé tellement de répercussions partout, tout du long. Par rapport à quoi? Par rapport à la séparation? Par rapport à ce que tu Alors, vivais sur déjà, place? donc, je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 15 jours. Bref, ça passe vite, ça reste 15 jours, même si la notion du temps à cet âge-là, on perçoit les choses différemment. Ensuite, j'arrive dans un centre qui s'appelle le centre Guildemer, qui a été fermé maintenant. Donc un centre spécialisé, mais c'est pour ça que ça m'intrigue toujours quand vous parlez des enfants handicapés que vous recevez à l'école. Nous, il y avait vraiment un centre où on avait avec des handicapés, avec des myopathes, avec des enfants qui étaient paralysés complètement de la partie basse. On va dire, ce que tu évoques, pardon, c'est C'est pas mal des l'hôpital. maladies. C'est un hôpital et les enfants qui sont malades peuvent continuer leur scolarité à l'intérieur de l'hôpital et c'est le professeur qui se déplace. C'est ça. D'accord. Donc t'as dû avoir des instits dans cet Donc j'ai eu hôpital. des instits. Tu t'en souviens? Je me souviens pas des instits. Par Ok. contre, je me souviens que l'enseignement était génial. Ok. C'était trop bien. On était dans des classes de, je pense, une dizaine de personnes. Pour soigner cette maladie, moi, j'avais pas de médicaments ni rien. Il fallait que je sois alité en permanence. Avec des poids qui me tiraient les jambes pour que la croix, avec des bandes et tout, c'était bien chiant. Et avec des poulies et des poids de 1 kg. Tu devais dormir avec ça et te balader avec ça. Donc j'avais un chariot allongé sur le ventre. Un comme fauteuil ça. ou un chariot? Un chariot, vraiment. C'est pas un fauteuil roulant, c'est vraiment Ok. une planche avec des Ok. gros Ah roues et oui. des petits trous à l'arrière. Je me baladais D'accord. comme ça. Mmh. Et on avait des tables qui s'adaptaient et tout ça. Mais j'étais l'enfant le moins handicapé, entre guillemets, Non, le moins en souffrance, atteint, tu veux ouais. dire atteint, ouais. atteint. Et puis, Mm. en fait, on relativise assez vite, parce qu'on se retrouve avec des enfants qui nous disent, à 9 ans, qui nous disent, moi, je serai jamais un adulte, quoi. Parce que, Ah oui. parce qu'ils sont myopathes et parce que, on sait que plus ça avance, plus le cœur étant un muscle, ça finit par s'arrêter ou créer de graves problèmes. Et donc, c'est des enfants qui ne deviennent pas adultes, quoi. Donc, Bien sûr. c'est d'un seul coup, t'arrives dans un monde là où tout le monde est pas très bien, les enfants sont pas très bien, ils sont sans leurs parents, on voit les parents que le week-end. C'est Pourquoi là pour moi qu'a commencé des petites violences, des petits harcèlements, des petites choses. C'est bizarre de voir que les parents que le week-end. Parce que c'était médicalisé. Vous pouvez pas venir le soir? Non. Et en plus, je pense c'était un peu loin. Ok. Donc je sais pas si. Mais non, les parents ne venaient que le week-end, ouais. Et comment t'avais une chambre avec plusieurs enfants? Non. Oui, pardon. Il y avait des espèces de dortoirs par niveau, en fait, par âge, je crois, un truc comme ça. Et il y avait, je crois, 2 alvéoles de 2 lits. Et sinon, on était tous ensemble.
avec tout ce que ça crée en fait, d'un seul coup de dormir avec d'autres enfants. C'est quoi le plus marquant en fait? Tu dis ça a commencé le petit harcèlement. Le plus marquant c'est ça, c'est la maladie. Mais déjà il y a la séparation avec les parents qui est hyper traumatisante, se retrouver complètement abandonné tout seul et puis être confronté à la mort en fait. J'ai en tête une fille comme ça qui était super gentille et qui avait un fauteuil d'ailleurs complètement dingue. Elle avait un harnais complet. Je pense que ça faisait partie du travail pour qu'elle garde un peu ses muscles. On la mettait complètement debout, donc le fauteuil, c'était un transformer, le truc, et elle s'allongeait, et après ça se redressait. Et elle écrivait, elle était debout, tenue et maintenue avec ce harnais où on bloquait les genoux. Je trouve ça hyper violent à cet âge-là, en tout cas. Et ça, vous pouviez en parler avec les adultes? Parce que quand on est chez soi, on peut en parler avec sa famille, on peut en parler avec d'autres adultes qui vont être à l'écoute. Dans ce milieu, tu disais que les parents n'étaient pas là le soir. Avec qui tu pouvais parler de problèmes de séparation? Toutes les questions que tu te posais sur la mort, sur la souffrance. Je n'ai pas de souvenir à part cette détresse. Et aussi, je pense qu'il y a des moments où c'était chouette quand même. Hein. Comme je te dis, le souvenir de l'école, pour moi, c'est un des meilleurs moments de l'élémentaire. Parce que petite structure, on avait des pluviomètres, on était plus connectés à plein de petits éléments, tu vois, où on notait, voilà, il a plus de temps, machin, il y avait plein de petites activités comme ça, et le niveau était, enfin, je me souviens que je trouvais ça quand même assez dur, et en effet, on avait une instite qui était là. Dont tu te souviens pas, mais dont je me souviens pas. Mais tu sais qu'elle faisait faire plein d'activités, mais c'est peut-être aussi une échappatoire, ce moment-là, le moment de cours dans la journée. C'était toute la journée, l'école, c'était les mêmes horaires, tu sais? Je crois, ouais. Ok. Ouais. Et ça, donc t'as fait quel niveau là-bas? J'ai fait le CE2 Ok. ou CM1 ou peut-être à cheval. Je sais plus. En fait, je suis resté. T'as l'air d'avoir dit que le une CE2. éternité. En fait, ça qui est bizarre, alors que je suis resté que 7 mois là-dedans. Ah oui. Et on m'avait annoncé 2-3 ans au départ. Et on m'avait dit le minimum. D'ailleurs, le docteur, je m'en souviens, s'appelle docteur Zujovic. Tu vois, je me souviin du nom. Il m'avait dit le minimum c'est 6 mois. Et moi, j'avais gardé en tête 6 mois. Et je suis sorti au bout de 7 mois après la rééducation. J'ai été hyper sérieux. Je me souviens après de la phase de rééducation, donc des professionnels aidant à la rééducation et tout ça, mais pas de soutien psychologique. Donc ça, en gros, c'était, t'as rentré en CE2, t'es parti genre en cours de CE2 a priori, c'est ça. Dans cet hôpital. C'est ça. Et je suis revenu en cours de CM1. Parce que depuis le début, là, ce que tu nous dis, c'est que t'apprécies les petites structures, ça t'a beaucoup plu, que là, quand tu étais dans ce centre médicalisé, l'école était une échappatoire par rapport à tout ce que tu vivais de difficile à travers la mort, la souffrance. Et après, quand t'es revenu à l'école, tu t'es senti en décalage? Comment ça s'est passé? Clairement. Mais en fait, ça n'est jamais revenu. J'étais plus du tout adapté. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens et en fait, je comprenais plus ce qui se passait autour de moi. Je comprenais plus le système, je comprenais plus les enfants, et je me suis retrouvé d'un seul coup très seul en fait. Parce que les enfants que tu as rencontrés en centre médicalisé étaient plus mûrs, avaient mûri plus vite. Je pense qu'en tout cas, l'insouciance, elle était un peu barrée depuis un moment, quoi. Parce que traitement lourd, parce que pas mal de choses. Qu'est-ce qui était inadapté pour toi quand t'es revenu en CM1 lambda? Socialement, déjà, j'avais plus d'amis du tout. Oui, mais est-ce que c'est pas personne. comme arriver dans une nouvelle école? Non, pas vraiment. Non, parce que j'étais déjà dans cette école. Ah oui, donc tu t'es revenu et d'un coup, c'était un inconnu. C'est des petits villages, donc en fait, quand tu fais le public, il y a public-privé, et puis en fait, quand tu es dans le public, les gens, les têtes, tout ça, tu les revois. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est toi qui t'es isolé parce que t'avais plus de lien avec eux, ou tu sais pas, ça s'est fait comme ça de façon... C'est possible qu'il y ait un petit peu des deux. C'est vrai que je me souviens après avoir souffert de ça, en fait, de pas me retrouver dans le groupe. Et d'ailleurs, j'ai écouté l'épisode donc de votre podcast sur l'égalité filles-garçons, et j'ai vraiment retrouvé, et c'est ça qui est assez drôle, j'ai retrouvé ce que vous avez analysé dans ce podcast, fait le parallèle avec ce que j'ai vécu en primaire, c'est-à-dire ce fameux terrain de foot qui prend toute la place avec les garçons qui jouent. En tant que garçon, il faut être joueur de foot parce que sinon, en fait, on a une espèce d'hybride, on sait pas ce qu'on fait pendant c'est un peu ce sentiment que j'avais. Et les filles c'était l'époque des Britney Spears. Et donc, qui faisaient des chorégraphies, je m'en souviens très bien. Et ça faisait de la chorégraphie sur Britney Spears en permanence. Et moi, je me retrouvais pas dans la danse. J'aurais pu, mais non, pour le coup. Et pas dans le foot. Puis en plus, vu ce qui m'était arrivé, moi, j'avais perdu tous les muscles au niveau des jambes, à force d'être inactif. Donc je pense que voilà, ça c'est... J'étais pas un grand sportif non plus en sortant de là. Donc ça a accentué cet isolement. Peut-être, ouais. Cette configuration de cours de récréation. Cette séparation entre les filles et les garçons au final, alors que si ça avait été moins stigmatisé, peut-être que t'aurais pu t'y retrouver quand même un peu mieux. Peut-être. Puis pas vraiment peut-être de travail aussi au niveau de l'inclusion, au niveau peut-être
module de réadaptation quand on vient d'un hôpital et qu'on retourne à l'école, c'est peut-être nécessaire. D'ailleurs, je pense pas que ça existe aujourd'hui encore, vraiment. T'es un psychologue privé, mais... Oui. Ce dont je suis sûr, c'est que mon père n'était pas du tout pour les psychologues. C'était cette mouvance de Ça sert à rien. ça sert à rien, t'es un homme, t'es costaud, truc un peu classique. J'ai dû en parler à ma mère, mais il n'y avait pas de réponse. Personne n'apportait de réponse particulière à quoi que ce soit, en fait. Fallait juste que ça passe. Il n'y avait pas de soutien ou d'aide. Ça, je l'ai trouvé bien plus tard. T'as des souvenirs des professeurs de cette époque qui auraient pu t'aider, qui auraient pu t'inclure dans le groupe? Je me souviens d'un professeur qui, lui, pour le coup, était le directeur, que j'ai dû avoir en CM2, Monsieur Pujol, je crois, quelque chose comme ça. Mais des figures... je crois que d'ailleurs, je me suis trompé, je crois que Madame Lestrade, c'était une prof de CE2 d'ailleurs. C'était pas avant, parce que je me souviens pas d'avant. Monsieur Pujol avait une figure hyper autoritaire, quoi. Le mec vraiment de base... voilà, il était directeur, il faisait tourner son truc. Ouais, j'ai pas de souvenir d'accompagnement. Ou de gens bienveillants à cette époque-là. En tout cas, certainement. Et t'avais au moins un ami ou non? Je pense, mais c'était pas des amitiés bienveillantes non plus, quoi. Ce genre de truc un peu où t'as des potes, mais ils peuvent quand même te faire des crasses quand même. Je me souviens avoir des potes avant et de revenir et que ces potes ne soient plus mes potes. Je me souviens de trucs comme ça. Parce que t'étais celui qui était allé à l'hôpital, donc t'étais un peu peut-être mis de côté. Je sais pas, après c'est peut-être moi. Pour le coup, je veux pas mettre la faute sur les autres, mais peut-être que c'est moi. C'est vrai que les conversations qu'on avait à l'hôpital n'étaient pas les mêmes enfin, c'est pas du tout la même chose, vraiment. Okay. Mais je pense que ça se comprend. Moi, c'est comme ça que je l'ai analysé par la suite, en me disant que oui, je pense que ça met des vraies claques, moi, ce que j'appelle les claques dans la vie, et après, on voit les choses un peu différemment. Et donc ensuite, entrée au collège en 6e, donc là, tu étais où? Alors j'étais au collège Claude Monet à Magny-en-Vexin, donc juste à côté en fait, clairement t'avais une rue dans cette ville et tu l'as toujours, elle est toujours là, c'est toujours la même chose. L'école élémentaire, la gare routière et le collège. Là tu y allais à pied? Non, j'y allais en bus. Je prenais le 43-20 je crois. Alors tu te souviens du nombre du bus, non, mais ouais, tu te souviens pas du nom des profs. Je me souviens quand même des profs, d'un prof de maths, je me souviens d'un prof de français qui était hyper autoritaire, qui me foutait la trouille. J'étais super mauvais et il nous donnait beaucoup trop de travail, c'était insupportable. Et je passais mon week-end à répondre à genre 17-20 questions sur un texte et je trouvais ça mais insupportable. Et puis j'arrivais à sortir un truc de 10 lignes et les bons de la classe, et souvent des filles d'ailleurs. Je me souviens, d'ailleurs. Surtout en français. Un français qui te sortait des copies doubles et tout. J'étais là, mais comment c'est possible? Comment? Franchement. Et donc voilà. Et c'est drôle. Et le prof les aimait beaucoup, d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a des profs que toi, tu aimais beaucoup? Les profs de maths. Prof de maths, j'aimais bien. C'est très caricatural. Bah non, mais c'est vrai. Bah ouais, clairement. Tu vois, c'est fou. Hein. Prof de maths. T'étais bon en maths? J'étais bon en maths. Je trouvais ça facile. Je trouvais ça, ouais, j'aimais bien. Maths, sciences, ouais, vraiment gros cliché. Hein. Et le français, par contre, ce prof m'a fait énormément bosser quand même, parce qu'on avait des dictées tout le temps, toutes les semaines, je crois. Donc ça me permettait de travailler aussi avec ma mère. Je crois que je suis parti avec des notes négatives. J'ai arrivé après à avoir C'est quoi des notes négatives? Bah en fait, des notes dégressives. Ah, moins quelque chose? Ouais, donc tu fais telle faute, c'est -2, machin, tu peux avoir -20, -40, quoi. Et est-ce que ils distribuaient les notes en commençant par le plus bas? Il y avait un truc comme ça. Et nous, on retenait tous notre respiration, et quand on passait la barre du 10/20, tu sentais un général dans la classe. Non, il y avait un truc comme ça. Tu sais, c'était le prof qui recevait les parents, ça avait choqué mes parents, il recevait les parents sur son estrade. Et eux en Donc bas? en fait, et eux en bas, assis, et le prof restait sur l'estrade. Mais après, c'était un très très bon prof de français. Je sais que j'ai fait vraiment de gros progrès grâce à lui. Mais dans la méthode, c'était un peu spécial, quoi. C'était un très bon prof parce que t'avais aussi tes parents derrière qui t'aidaient, qui te soutenaient. Non? Bah, mes parents m'aidaient pas trop. En fait, j'ai dit vite. ta mère t'a fait bosser. Ta mère, elle t'a. Ouais, parce que en fait, il était tellement sévère, j'avais tellement la trouille que j'étais obligé d'aller chercher de l'aide pour un peu l'orthographe. Ouais. Donc oui. Oui, donc t'avais de l'aide à la maison. Parce que j'avais de l'aide à la maison. Parce que ceux qui n'en avaient pas, c'était peut-être pas évident. Donc on n'est pas du tout dans la coéducation là, avec un prof qui reçoit les parents ni sur trop de la l'estrade. bienveillance, de ce que je comprends. Donc on sait pas trop si c'est un bon prof au final. Mais c'est peut-être un mauvais prof. à partir du cycle 3, tu te souviens que des figures autoritaires. Ah non, pas ton prof de maths, tu dis. Ouais, prof de maths, Pas prof autoritaire. d'histoire, Madame Châtelet, je trouvais pas très sympa. De toute façon, de manière générale, les gens au collège, que ce soit les enfants ou les profs, je les trouve pas très sympas. Je trouvais que tout le monde était agacé d'être ensemble.
Les enfants étaient agacés d'être ensemble, entre enfants, étaient pas sympas les uns avec les autres, et les profs étaient agacés d'être avec des enfants. Ah. Je trouve que ça les faisait chier, en fait. Il faut faire la police, c'est ce qu'il disait. La prof d'histoire, Madame Châtelet, elle arrêtait pas de dire oui, si vous prenez 10 minutes à vous calmer, on n'aura pas le temps de travailler. Nanana. Enfin, j'ai vraiment pas aimé le collège. Je crains que ça n'ait pas forcément toujours beaucoup changé parce que j'entends toujours ce vent de ce type de remarques, mais c'est vrai que c'est un souci de communication finalement. C'est la posture de l'adulte qui va pas. C'est pas nécessairement qu'ils étaient agacés, c'est qu'ils savaient peut-être pas comment s'y prendre et ils savaient pas forcément comment s'adresser à des jeunes, quoi. C'est pas évident de s'adresser à des adolescents sans paraître ni ridicule, sans être trop gentil parce que sinon t'as peur de te faire bouffer. Enfin, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué en effet, mais en tout cas c'est certainement pas aux enfants. Enfin, nous on doit pas ressentir ça en fait. Bah non, absolument pas. Vous aviez des projets un peu qui auraient pu créer une communauté, qui aurait pu créer une envie. T'as pas fait partie d'un club qui permet justement d'avoir envie d'aller au collège, d'avoir... Des voyages, du théâtre. Nous on n'avait pas beaucoup de sous, donc les voyages scolaires je ne les faisais pas. Tout passait dans la construction de cette maison. Ok. La pension alimentaire je crois pour mon frère, mon demi-frère. Mhm. Ouais, il nous restait pas grand-chose. Ma mère faisait ses vêtements, moi mes fringues c'était Babou, Gémeaux et donc ça n'aidait pas non plus pour être intégré dans un groupe, surtout qu'à l'époque c'était la mode des... Tu vois ça, je m'en souviens, toutes ces frustrations là. Les suites c'était 400 francs je crois à l'époque, les suites Kappa, LS, machin, tout le monde avait ça. Et pas toi. Toutes les filles. Bah non, je savais pas ça. 400 francs dans un... C'était juste impossible. Et du coup, ça te donnait une place au collège où t'étais un peu moqué, etc. En fait, j'ai eu 2 phases dans le collège. C'est-à-dire qu'il y a eu le début, 6e, 5e, où c'était très compliqué de m'intégrer. Et donc en 5e, je me retrouve à avoir ces fameux potes-là, Dorian et Vincent, bref, qui se retournent complètement contre moi. C'est-à-dire que c'était mes potes. Il y a un événement, on joue un week-end ensemble et tout ça. Je crois que qu'est-ce qui se passe ? On était dans un bac à sable ou je sais pas quoi. Il y en a un qui prend du sable dans les yeux. Il part en pleurant et je reviens le lundi et en fait c'est plus mes potes en fait. D'un seul coup ça a complètement twisté et d'un seul coup je deviens complètement mis de côté. Et je me souviens à l'époque on parlait des castes en Inde avec les fameux intouchables et d'un seul coup je deviens un intouchable pendant toute l'année. Nommé comme ça ? Ouais, nommé comme ça. Et le mec par ces 2 mecs en plus. Ah ouais. Et ils se désinfectent quand je passe à côté, genre ils se mettent du spray, je sais pas quoi, tu vois. Oui, c'est du harcèlement ça. Et c'est d'une violence. Et donc ça a été super dur. Personne l'a vu ? T'en as parlé à... Si, j'en ai parlé. À qui ? Moi, je pense que j'en ai parlé à mes parents, mais... C'est rien passé. Non. Personne n'est intervenu. Non. Ok. Et ça a duré ? Ça a duré, on va dire une petite année, donc 6-7 mois, je pense. C'était 4e ? C'était 5e. 5e, pardon. C'était chaud, ouais. Et 4e, là, je rencontre... Et là, ça a complètement changé. Là, je rencontre un mec, je me rappelle pas, il devait être dans ma classe, quoi, Benjamin. Là, ça a complètement... tout s'est retourné progressivement, en fait. Donc, on est devenus très, très, très potes. Ça m'a permis d'oublier un peu ces histoires avec ce mec-là. Puis c'est un mec ce Benjamin, il avait un univers autour de lui de bande dessinée. C'était quelqu'un, vraiment, pour le coup, un créatif, très littéraire, très bon en français. On jouait, on faisait des jeux de rôle et tout, et c'était trop bien, quoi. Et je me souviens que j'allais chez lui, il venait chez moi. Enfin, on a eu vraiment une très très longue amitié. Donc là, t'as eu ton pote, quoi. J'ai eu mon pote, mais qui était aussi pote avec ce Dorian, quoi. Ah ouais. Et petit à petit, j'ai quand même réussi à ce qu'il soit voilà, qu'on soit plus pote avec le fameux Dorian. Et moi, j'ai gardé mon pote Benjamin. Et après, c'est passé, mais il était très bon à l'école, on s'entendait super bien. Et on a passé 4e, 3e, trop bien. Enfin, le reste n'avait plus d'importance. Les autres interactions avec les gens, ça n'avait plus de valeur, en fait. Moi, j'étais comblé socialement. Je sais pas comment dire ça. Mais malgré tout, le souvenir que tu gardes du collège est plutôt négatif de ce que t'as dit au départ. Ouais, non, c'était pas... Non, et puis des moments où t'es dans la cour et t'as un mec qui arrive et qui te frappe, gratuitement. Genre, tu le connais même pas, quoi. Un grand. Je me souviens, en 6e, ça m'est arrivé. Je crois que mon père était intervenu, d'ailleurs. Il avait mis un coup de pression à la sortie. À l'enfant ? À l'enfant, ouais. Bah, en même temps, je sais plus, il m'avait frappé à coup de raquette ou je sais pas quoi. Il est complètement taré, le gamin. Mais après, il l'avait pas frappé ou quoi que ce soit. Mais il avait dit, par contre, c'est vrai que nous, on a tendance à conseiller aux parents de venir voir le principal ou le prof et de faire venir, faire de la médiation, quoi, de faire venir l'enfant et voir les parents de cet enfant pour mettre les choses à plat, en discuter et voir éventuellement. Il peut y avoir des sanctions, évidemment, mais normalement, c'est pas aux parents de régler, on va dire, les différents Si le prof te reçoit sur une estrade. Oui, ceci dit.
Je pourrais pas leur demander à mes parents, mais j'ai pas de souvenir de me sentir protégé par mes parents, outre de me rassurer à la maison, quoi. Et Bon, enfin, là, d'intervention. de ton père, quand même. De mon père, oui. Qui est Mais bon. en effet, avec du recul, c'était pas approprié, quoi. Et parce que c'était une violence physique. Ouais. En revanche, quand t'avais la violence verbale, là, ils sont pas du tout intervenus. Non. C'était à toi de te protéger. Ouais. Enfin, je leur jette pas du tout la pierre, mais c'était aussi une façon de penser à l'époque. Tout ce qui était violence verbale, c'était pas très très grave. Qu'on se moque de toi, qu'on te dise des choses méchantes, c'était à toi de passer au-dessus, c'était à toi de grandir et de dire en plus, toi, t'as une position particulière parce que t'es un homme, donc un homme, ça prend pas en compte. Prends à sur l'époque. toi. Oui, prends sur toi, ne pleure pas. Ouais, c'est Alors ça. que maintenant, on considère que oui, les violences verbales sont aussi graves, si ce n'est plus, notamment chez les enfants. Ça a créé plus de dommages que les violences physiques. Donc ça, c'est le collège. À part des profs, on va dire quand même un petit peu sévères, on dirait. Pas Non, non. vraiment un qui a marqué. Et- Les autres, tu vois, il y en a, je me mais souviens pas de plus. Si prof, je me rappelle de la prof de musique parce que c'était une catastrophe. Elle était un peu jolie et s'habillait un peu sexy. Donc j'avais tous les commentaires non mais vraiment, hein, de tous les mecs qui sortaient des trucs les plus sales. Et c'est bizarre parce que t'es prof de musique, je pense. t'es au collège, quoi. T'es au collège et tu sens aussi, bah oui, cette masculinité, Ouais. la montée d'hormones et Et les propos déplacés. les propos déplacés. Et pas de prof non plus marquant qui t'aurait... Si ok. j'avais un prof d'art plastique, j'avais des super notes en art plastique. Alors je sais pas du tout dessiner, mais bah c'est les arts plastiques, donc en fait c'était les idées et tout. Et Bien donc sûr. ce mec-là était vraiment chouette. Et d'ailleurs il y avait un club photo quand même. Et j'ai fait partie de ce club photo, ce qui nous permettait d'avoir la clé de cette petite pièce pour développer nos photos et d'avoir notre petite bah avec ce Benjamin, on rigolait, laisse tomber là-dedans. J'avais même fait un petit trou au tournevis du labo photo qui donnait dans la salle d'art plastique. Ça se voyait pas, c'était tout petit. Ça nous permettait de regarder. Bon, bref. Bah t'es la prof, quoi. Non, bah non, c'est l'art Ah. plastique. Ah, pardon. D'accord. musique. Pas musique. T'imagines, ça y est, je passe pour le pervers. Qu'est-ce que vous faisiez pour regarder la salle d'art plastique? Parce que c'était j'en drôle. sais rien, c'était drôle, on Ah. était débiles. C'était quoi. au collège, Tu te hein. rends compte, on a. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut relever, c'est que c'était déjà un tournevis. C'est ça. Tu vois, comme quoi. Ouais. Et donc, d'ailleurs, ce prof-là, je lui avais racheté son matériel perso. Plus tard, peut-être en troisième, je sais pas. Ou il nous l'avait donné. Non, il nous l'avait donné son. Comment on appelle ça d'ailleurs? Un agrandisseur, je crois. Et lui, tu le kiffais. Ouais, lui, il était cool. Il était fun, quoi. C'était chouette. Il nous apprenait plein de trucs. Il s'appelait comment? Je m'en souviens plus. Il avait envie d'être là et il vous faisait partager une passion. C'est ça. Il nous parlait d'artistes. Je me souviens qu'il nous avait parlé justement de Picasso, qui était souvent critiqué comme quoi il savait pas dessiner Picasso et tout ça. Il nous avait montré ce que faisait Picasso à l'âge de 17 ans quand il faisait pas du réalisme, mais enfin des portraits et tout ça. Et voilà, il disait bon bah. Ça nous permettait de nous rendre compte qu'en fait il maîtrisait parfaitement les styles classiques et qu'après il est parti dans des choses plus abstraites. Et donc non, je sais pas, il y avait un côté oui, c'était intéressant. Puis je crois que les profs qui digressent et qui commencent à partir et à raconter des trucs, je trouve ça toujours passionnant plutôt que le prof qui est là et qui tient son programme et en fait on se fait un peu chier, alors que quand il y a des petites histoires, des anecdotes, c'est plus vivant. c'est plus cohérent, plus cohérent avec la vie, je trouve, de tous les jours et c'est intéressant. Et après, le lycée? Lycée, on arrive à Cergy. Cergy, donc, c'est à 20-30 minutes de bus de Magny-en-Vexin. On fait des journées longues parce qu'on se lève à 5h45. On va d'abord à la gare routière de Magny avec un bus. On attend ensuite une flopée de bus, donc 4 ou 5 bus qui partent ensemble avec tous les enfants du bled pour aller à Cergy. Et donc, là où tes potes qui habitent à Cergy, qui se lèvent à peut-être 8h pour être à 8h30 en cours, bah toi t'es levé à 5h45, donc ça devient costaud en termes T'as déjà plusieurs heures de plus, enfin surtout de moins de sommeil que tes camarades qui habitent à côté, quoi. C'est ça. Puis après t'arrives dans une ville, toi t'es un campagnard, t'es un bouseux. Au lycée. Au lycée, Galilée. Seconde pas terrible, j'arrive pas à m'intégrer, comme d'hab quoi, j'ai envie de dire. Et donc, et Benjamin, il était plus avec toi? Donc non, Benjamin, lui, il avait un lycée avec des options art plastique et tout, un truc assez connu dans le coin avec un super niveau. Okay. Et lui, il s'éclate quoi. Je sais, il m'a même invité dans son école. Tu vois, je pouvais venir et tout ça. Et vous étiez toujours potes? On était toujours potes. On est restés potes très très tard, très vieux d'ailleurs. On s'est perdu de vue à force avec les années. Mais on a été très potes très longtemps. Ouais.
Et donc, ce lycée, ça s'est passé comment ? Et on va pas dire que j'ai pas d'amis, on va pas dire que les gens sont... Mais en fait, j'ai pas vraiment de connexion. C'est un peu dur, quoi. Tu sais pas comment trop te positionner. Ça devient dur, déjà. Je trouvais que le niveau scolaire devenait costaud, fallait bosser. Jusqu'à présent, j'y arrivais sans rien faire, vraiment. Enfin, en faisant mes devoirs, mais sans travailler. On faisait tes devoirs sans travailler Non, mais en fait, je faisais le minimum. C'est-à-dire, si j'avais des exercices à faire, je faisais mes exercices. Maintenant, travailler pour être excellent, non. Je ne savais pas faire. Je n'avais pas envie de passer ce temps-là là-dessus. Et quand tu disais, oui, t'avais pas forcément de connexion, t'étais pas vraiment à l'aise, t'étais pas vraiment toi, t'étais toujours sur la défensive, Ouais, et puis tu sais, on t'appelle, t'es le bouseux, quoi. Ah oui, non, tu sais, tu vois, autre chose. Oui, non, mais en effectivement, fait, t'arrives dans un établissement où t'es clairement pas le bienvenu. On est les campagnards et on se fout de ta gueule. En fait, c'est une continuité de harcèlement. Tu sais, c'est toujours ces effets de groupe, en fait. T'as les groupes des CRJ-SOA, ils sont chez eux, et puis nous, on arrive par bus tôt, comme des cons. Et ça les unit, en fait. Eux aussi, ils sont pas bien, ils viennent d'arriver au lycée. Mais ça, tu le sais pas quand tu... Oui, c'est plus que pas de connexion, c'est du harcèlement. Enfin, et donc, oui, il y avait c'est deux clairement groupes. du harcèlement. À l'intérieur des mini-groupes, vous étiez assez soudés ou non, même pas forcément. Je crois pas. Hein. Non, parce qu'en plus, les manies, c'était quand même suffisamment grand pour qu'on ne se connaisse pas non plus tous. En vrai, moi, j'ai adoré grandir à la campagne. Enfin, à 50 mètres, j'avais la forêt, les animaux et tout, c'était trop bien. Donc, en plus, c'était un peu... je comprenais honnêtement pas vraiment le débat. Mais après, c'est vrai que j'en ai conclu que c'était juste... un truc pour eux se souder et créer une cohésion au détriment d'autres personnes, mais c'est souvent le cas. C'est le mécanisme. C'est une façon de souder. Donc seconde, voilà, compliqué, les notes qui baissent un peu. Première, j'arrive à passer en S quand même, un peu juste, mais ça passe. J'aurais peut-être pas dû passer en S parce que là le niveau était clairement dur. Fallait clairement énormément travailler. Donc pour la première fois de ma vie, je me trouve dans une situation très particulière. J'assiste à mes cours, par exemple les cours de maths, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en 1 heure, moi j'avais je me trompe peut-être que j'ai oublié, mais mon souvenir c'est qu'en 1 heure, 1 heure et demie max, le cours était plié. La partie théorique était pliée. Sur des trucs quand même en S, ça commence à être un petit peu plus compliqué, les fonctions, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus dures. D'un seul coup, on te présente des listes d'exercices à faire. Je n'y arrive pas du tout. Je comprends pas. Il y a un blocage. La théorie c'est ça. Je pense que le collège est assez simple. T'as les cours, théorie, boum, tu fais. C'est de l'exercice d'application. Je pense que là, il fallait avoir des notions peut-être plus fortes des années passées pour pouvoir assembler, on va dire, pas mal de connaissances pour arriver à finir un exercice. Et là, ça devient, mais c'est l'horreur. Je me prends des notes, mais comme je n'ai jamais eu des 4/20 en maths. C'est vraiment de la maltraitance au niveau de l'apprentissage. On vous fait des contrôles, vous bouffez 2 exercices sur 10. Les exercices, donc il y a 7 questions. Les 2 premières, ou la première, c'est du cours. Et si la deuxième, tu n'arrives pas à répondre à la deuxième, tout le reste de l'exercice, tu peux déjà rentrer chez toi, en fait. Parce qu'en fait, les réponses aux questions, en fait, te permettent de répondre aux suivantes. Donc tu te bouffes des notes, genre des 6, des 5, des trucs. On avait un pote qui essayait de me donner des cours et tout, mais impossible, genre blocage complet, blocage intellectuel, impossible. Mais dans toutes les matières ? Bah ouais, enfin... de toute façon, c'est sciences, physique, maths... Il y a quand même du français en première. Bon, le français, j'ai jamais aimé, donc voilà. Tu as passé ton bac français. J'ai passé mon bac français. Okay. 10 et 6. 10 à l'oral, 6 à l'écrit, pour te donner mon niveau. Et ouais, un peu deg, parce qu'en fait, c'est super intéressant. Et vraiment super intéressant. Pour la première fois, je tombe sur des trucs de SVT super cool sur, je sais pas, les maladies génétiques, les triplets, les acides aminés, les bases azotées, tout ce que tu veux. Je trouve ça génial. Ça m'aide à comprendre plein de trucs. C'est la façon d'enseigner qui était... Parce que ça te plaisait quand même. Ouais, moi je trouvais ça bien. Et puis j'ai jamais été en plus un enfant perturbateur. Enfin, j'ai toujours fermé ma bouche et j'ai écouté, quoi. Non, mais tu vois, j'aurais pu parler, ça aurait pu être genre waouh, d'un seul coup j'ai plein de potes, je m'éclate et donc je ne suis pas. Mais c'est même pas ça. C'est que je suis attentif. Ça m'a créé un espèce de truc où je me sens pas... Parce que je pense que les enfants, beaucoup en tout cas pas des enfants, des adolescents qui sont dans les filières scientifiques, je pense qu'ils sont quand même énormément aidés. Il y a des parents qui vont dire pas du tout, moi j'ai jamais aidé, il a toujours été bon, mais il y a quand même un bagage culturel qui est, de toute façon c'est scientifiquement prouvé entre guillemets, par les statistiques le montrent en France, que selon la famille dont tu es issu, si tu es issu d'une famille CSP+, ce qui n'était donc pas ton cas, eh bien tu as beaucoup plus de chances de réussir dans les matières et dans les filières scientifiques. Et puis t'as beaucoup de parents qui payent des cours particuliers à leurs enfants. Aussi.
Mais même pour ceux Et qui de ne tout seraient niveau, pas d'ailleurs. aidés, en général, c'est rarement parce qu'ils sont des enfants issus de milieux défavorisés. Il y en a, heureusement d'ailleurs, qui réussissent, mais c'est vrai qu'il y a quand même une inégalité de milieu social qui est complètement injuste, en effet. Et je pense que c'est de ça que tu as subi. C'est-à-dire que tu n'avais pas assez de bagages social, familial et pas de cours particuliers qui font que... Enfin, ça c'est mon propre avis, mais je pense que ça joue énormément. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est difficile pour un professeur, dans sa posture, dans son enseignement, de faire cours. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui prennent des cours particuliers, alors que normalement, t'as une semaine de cours dans les jambes, ça devrait suffire pour comprendre tes leçons et pour pouvoir faire tes exercices. Et actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui ont des cours particuliers. Un autre problème aussi, je trouve, c'est la posture des enseignants. Avec le recul, j'ai quand même un peu les boules parce que en fait, il y a une espèce d'autosatisfaction de l'enseignant dans ces écoles-là, où en fait, on va aider le mec qui a 17 de moyenne. Donc toi, t'as 6 de moyenne, t'as besoin d'aide pour les exercices, t'as besoin que le mec il passe du temps avec toi. On n'est pas, en plus, on a des classes quand même, ça marche quoi. En S, en général, c'est trié et tout. Y a pas, enfin, les bons, ils sont bons quoi. Et je me souviens d'halluciner complètement par le temps de voir ce prof avec les têtes de classe quoi, à donner la petite astuce et à être super content de pouvoir les aider à être meilleurs. Mais c'est comme si les autres c'était des causes perdues, je crois. D'une part, et puis pour un professeur, c'est quand même plus satisfaisant d'aider un enfant qui réussit bien, parce qu'on se dit, je suis un bon professeur, alors que, oui, un enfant qui a des difficultés, il va falloir prendre du temps, et ça remet en cause ta façon d'expliquer. Parce que c'est pas forcément l'enfant, il a pas compris, c'est peut-être parce que tu t'as pas trouvé la façon correcte de lui expliquer. Donc, en tant que professeur, ça te remet beaucoup plus en cause. Là, c'est facile, c'est très facile de... Puis ça te demande de prendre des détours, faire de la remédiation. Ça veut dire qu'effectivement, non seulement il faut remettre en cause ton enseignement, mais aussi réfléchir à, tiens, cet enfant, il a cette façon-là de réfléchir. Il faut que tu analyses d'abord la façon d'apprendre de cet enfant et qu'ensuite tu changes ta façon d'enseigner pour que cet enfant-là en particulier comprenne. Oui, il y a des gens qui n'ont pas ce temps, qui n'ont pas cette énergie, qui sont même pas capables parfois aussi de réfléchir à tout ça et qui donc préfèrent effectivement s'occuper des enfants qui réussissent parce que c'est quand même plus facile tout simplement à gérer. Et donc ensuite, quoi, tu t'es fait dégager de la première S ? En fait, il y a... c'est la honte de ma vie. Non, là, on m'a, au dernier trimestre, on m'a dit redoublement en STT. Et quand tu viens de S, tu sais, il y a le côté prestigieux, pardon. Donc nous, au lycée Galilée, il y avait les filières techniques, c'était les teubés. Et c'est horrible de dire ça. Et S, c'était vraiment... voilà. C'était le truc voilà, au-dessus des L, au-dessus des ES, au-dessus de tout le monde. C'est les tronches, quoi. Donc on t'a proposé un lycée pro. On me dit, filière technique, et en plus même pas STI, qui a priori avait déjà un niveau de mathématiques un peu plus supérieur. Bref, STT, c'était vraiment, enfin en tout cas pour les gens de la S, c'était la honte quoi. Et donc comment on me dit redoublement STT, mes parents me disent non. Et à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil, mais on pouvait, c'était le choix des parents entre la première et la terminale de dire. Tu redoubles. Tu faisais une lettre de motivation, tu passais. D'ailleurs, j'ai un pote qui était aussi mauvais que moi et qui passait en terminale S. Ah, en terminale, même pas redoublement. Non, normalement le choix c'est les parents. Tu fais une lettre de motivation en disant que non, tu passes, c'est le choix. C'était comme ça, c'était le choix des parents. Okay. Donc lui, il est passé et moi je voulais bien redoubler, mais redoubler en S quand même. Enfin, j'avais jamais redoublé de toute ma vie, donc bon, je pouvais. Voilà. Et donc je recommence, je fais une deuxième première S. Là je me retrouve dans une petite classe, 17 élèves, parce que c'était 3 classes et demie, donc j'ai de la chance, je me retrouve vraiment dans un petit truc... t'étais le redoublant et ils ont mis le boulet dans la classe où il n'y avait pas beaucoup d'élèves. C'est possible. Non, je plaisante. Non, mais c'est possible. Mais bon, je trouve ça trop bien. J'ai des super profs. Pour finir socialement, jusqu'à ma première, pas trop de potes. J'y arrive pas à m'intégrer, on va dire. Et je me retrouve donc après ma deuxième première. Là, je suis parfaitement intégré. Je sais pas pourquoi, c'est toute la classe, je suis à pote avec toute la classe, je m'entends bien avec les profs, je m'entends bien avec tout le monde. Je suis toujours aussi mauvais, mais c'est une catastrophe. Je suis vraiment nul. J'ai les mêmes notes. C'est 2 fois la même chose, mais alors 2 fois, je ne comprends toujours pas. Donc ça commence à être compliqué. Et en février, j'ai mon père qui décède, brutalement quoi. Après, j'étais un peu en mode survie. Donc voilà, j'allais à l'école pour passer le temps. C'était un élément... ça a été ultra violent quoi surtout. Et d'ailleurs ce fameux prof de physique qui passait son temps les bons. En fait j'ai appris par la suite, il était chef scout et donc il m'avait demandé de me voir à la sortie du lycée pour me dire tu sais tu pourrais avoir besoin d'aide, j'ai des solutions catho donc
J'ai rien contre, hein, mais j'ai trouvé ça super spécial, ça m'a mis super mal à l'aise. Enfin, ça dépend, si c'était pour te proposer de l'aide psychologique, C'était c'est pas bien, de l'aide mais psychologique, c'était de me dire qu'il y avait des solutions, mais religieuse. bah oui. Oui. Après, je pense que ça partait d'une très très bonne Oui, intention, oui, oui. mais bon, il était bizarre ce prof de toute façon. Et là, d'ailleurs, voilà. t'as pas eu d'accompagnement sur le deuil au lycée, on t'a Non. pas proposé? Non, tout le monde était au courant, ma classe a été avertie, je crois que j'étais de nouveau à l'école 2 jours après, mais au départ, j'assistais pas aux cours, je restais dans la cour de récré, enfin, je traînais, quoi, et c'était très bien, il n'y a pas eu de... Il y avait des surveillants, il y avait des gens sympas qui étaient là. Ah bah moi, après, c'était trop bien, parce que en fait, je suis devenu pote avec mes potes de ma première, donc tout le groupe a fini par m'accepter, mais même, enfin, avant le décès de mon père aussi, enfin, en fin d'année, ça a commencé à bien se passer. Et j'avais ma nouvelle classe avec qui je m'entendais super bien. Donc là, j'ai commencé à faire des soirées, à être au sein d'un groupe et avec les histoires au sein d'un groupe, donc dans un truc beaucoup plus confortable, quoi. Donc j'imagine première peut-être histoire amoureuse aussi au lycée. Non, la première, elle était au CE1, donc Ah oui. cette fameuse Jade dont je parlais. Ah, Voilà. d'accord. Je faisais des bisous dans le bus sous le menton. Ah oui, ah bah non, ouais. Bon, pourquoi pas, ceci dit, mais... Et ça s'est terminé comment ça... Ah bah, elle m'a largué au bout de 3 jours. J'étais triste. Oh. Donc lycée, c'est la fête, enfin plus ou moins. Ouais, bah ma deuxième première, enfin la fête, le début de l'année avant février, c'est Ouais, la c'est fête. ça, Et bah, puis après, la bah fête, oui, j'ai c'est des bien. amis, mais ouais, c'est un peu différent. Le monde, il change, quoi. Ouais, ça. Quand tu perds un parent, Ouais. c'est spécial. Puis après, t'accompagnes ta mère, donc après, c'est plus un truc qui se crée pour que... Ah, oui, tu grandis vite, quoi, à ce moment-là. Ouais. Et surtout, je prends ma vie en main. C'est-à-dire, je me dis en quel lycée c'est fini. Ah, ok. Enfin, je vais jusqu'au bout de l'année. Et moi, j'étais passionné d'orchidées. Petite anecdote, j'avais des orchidées dans ma chambre et tout, le gars un peu chelou, avec des éclairages et tout. J'avais pas des pieds de cannabis, j'avais des orchidées de partout dans le monde et tout, de collection. Et donc, je me dis, bah, je vais faire ce que j'aime. Je vais aller dans le milieu des plantes que j'adore et je vais aller en bac pro, trouver un bac pro horticole. Et je vais faire ça en apprentissage et je vais aller chez le producteur d'orchidées mondialement connu, c'est les établissements Lecoufle qui ont fermé maintenant. Le grand-père qui était toujours en vie était chasseur d'orchidées, correspondant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, enfin photographe émérite, tout ce que tu veux, enfin un ponte du milieu, quoi. Donc ça, c'était en terminale ou t'as Donc à la refait place une de la première? terminale, je fais un bac pro Mais une année seulement. de 2 ans. À 2 ans. T'as eu ton bac pro à 20 ans. Peut-être 19 ans, peut-être. quand même. 19. Non, mais il n'y a aucun souci. Hein. Enfin, je veux dire, Ah on non, peut même moi passer j'ai pas honte. son bac tard. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Là, c'était intéressant. Donc, t'as eu ton bac. Ouais, facilement. Et là, il y a des profs qui t'ont marqué. Je reviens un peu, mais il y a des profs qui t'ont marqué en lycée pro. Ah bah ouais, là ça change tout. Là tu te retrouves avec des gens qui sont des anciens professionnels. Qui sont des gens qui, quand ils te parlent, ils ont le concret. En fait, ils vont te dire, bah voilà, tu vois ce que t'as appris en S, la conductivité, tous les calculs compliqués, bah en fait, comment on s'en sert de ça, nous, en horticulture? Bah pour doser l'engrais. Parce qu'en fait, la conductivité de l'eau, en fait, varie en fonction des minéraux que tu vas mettre dans l'eau. Et là, tout de suite, moi, alors le niveau, il est catastrophique, hein, je parle en matière générale, on repasse au collège pour moi. Voilà, En je maths et fais tout ça. rien, j'ai 20 de moyenne, c'est un niveau qui est, et faut pas dire ça, il y a plein de gens qui, Non, en mais plus, c'est j'avais vrai que plein c'est de complètement camarades qui hallucinant. étaient complètement largués, que j'aidais d'ailleurs, parce que c'était facile pour moi, je passais pour l'intello, c'est marrant quand tu 4 à 4 de moyenne en scientifique, mais oui, là, le niveau, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que tu vas prendre, enfin, c'est pas une catastrophe, faut pas que je dise ça, c'est jugeant, mais moi, je le vis comme ça, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on faisait en 1 heure en S, on le fait en 10 heures, là. C'est un gap, c'est vraiment monstrueux. Et par contre, toutes les matières techniques, bah oui, j'ai des anciens professionnels qui sont passionnés et qui transmettent et qui vont dire, voilà, c'est ça le monde du travail et tout. C'est beaucoup plus concret pour moi, je comprends et j'arrive à apprendre parce que c'est lié à quelque chose, quoi. C'est pas juste, t'apprends des calculs et c'est hyper abstrait. Et là, les potes. Les potes, c'est un délire. Là, t'es en bac pro horticole, t'as que des jeunes adultes. Il faut croire qu'ils savaient faire pousser de l'herbe là-bas. Parce que franchement, toutes pas les que des récré, ils orchidées. allaient fumer des joints. C'était cool. Franchement, c'était chouette. CFA INI, avec le plus haut séquoia d'Île-de-France. Voilà, il est connu pour ça dans l'Essonne. Et donc là, là, j'ai mon appart. J'ai enfin pris mon appart. Donc à 17 ans, je prends mon appart. Donc ma mère, je la laisse malheureusement toute seule. Je reviens tous les week-ends pour être avec elle. Magny-en-Vexin, Boissy-Saint-Léger, donc c'est complètement à l'opposé. Et donc je prends un appart juste à côté des serres horticoles, là où T'avais je quel travaille. J'ai pris mon appart, ça doit être au mois d'août ou au mois de juillet. J'avais 17 ans. Et il y a la rentrée, je suis né en septembre, donc j'ai 18 ans à ce moment-là. Donc oui, j'ai 20 ans à mon bac pro, ouais. Donc ouais, c'est cool. Bon voilà, après je suis pas non plus...
Ça va, j'ai des potes, mais c'est Ouais. pas... Ok. C'est un autre univers pour moi. Les gens sont un peu différents. C'est pas du tout la même chose qu'en première S. Au lycée. Mais voilà, on a des Général. entreprises, on taffe, on a un peu de sous. Et puis j'ai mon appart. J'ai mes potes qui viennent dormir à la maison dans un studio, tous par terre. Enfin, c'est marrant, quoi. Les bons souvenirs. Ouais. Et donc ça, tu fais ce lycée horticole pendant 2 ans, tu obtiens ton bac pro et ensuite tu fais quoi? Je passe les tests pour faire un BTS à Saint-Germain-en-Laye, un truc de technico-commercial, je crois que c'est un truc comme ça. Ça fait pas. Moi, je voulais aller en production horticole pour apprendre comment vraiment pour travailler en serre, quoi, en gros. Et le cursus qui est proposé, c'est un cursus pour, en gros, être vendeur chez Truffaut. Truffaut. J'ai le niveau d'anglais, il m'accueille, il y a pas de problème. Et en fait, je décide de pas le faire. Ma famille me dit ah t'es sûr, nanana, c'est quand même bien de faire des études, tout ça. Et moi, j'ai pas envie. Et donc, je commence à entretenir des jardins en chèque emploi-service. Ma mère travaillait à l'hôpital, elle avait des parents de collègues, tout ça. Donc, en gros, j'entretiens les jardins des mamies et des papis. Et j'aime bien, c'est juste dur parce qu'en hiver, il y a pas trop, j'avais pas de travail, j'étais pas paysagiste non plus. Donc, c'est vraiment de l'entretien, la taille de rosier, la taille de haie, voilà. Mais je suis déjà à mon compte Et ce que tout le monde, enfin j'imagine nos auditeuristes veulent savoir, c'est comment on devient French Rénovation, enfin déjà comment on devient artisan. moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le bagage que donnent nos parents, ça influe sur la réussite des études, bref, tout ça. Moi, j'ai une famille où, en fait, on est très, très manuel. Vu qu'on avait peu de moyens, on faisait les choses, donc on avait construit une maison, donc tous nos sous passaient dedans, mais on n'avait pas les moyens de prendre d'artisans, donc en fait, on faisait tout. Et moi, gamin, je creusais des tranchées, j'aidais mon père, j'étais toujours dans ses pas, tous les week-ends, j'étais avec lui. Ça m'a déjà permis d'avoir peur de rien, parce que j'ai vu des choses, j'ai vu qu'en fait, il n'y a jamais rien de dramatique quand on fait, on peut refaire, on peut recommencer, on peut, voilà, donc... On peut te défaire. Donc ça, déjà, c'est super important, je trouve, quand même, de le dire, c'est que ce goût-là m'a été transmis et cette facilité aussi. Donc je suis passé d'entretien de jardin, alors là, je vais essayer d'aller plus vite. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, à retaper une maison de 300 mètres carrés dans des quartiers un peu huppés de banlieue, à des prix délirants. Mais ça m'a permis... Des prix bas. Des prix bas, ouais. Pardon, très très bas. Délirant dans le sens vraiment très très bas. Parce que, en fait, c'est compliqué. Il n'y avait pas d'artisans dans ma famille. De comprendre un peu le mécanisme et de voir à quel point c'est cher de prendre des artisans. Et voilà, de refaire la peinture d'une chambre, que ça soit facturé 2 000 €, ça me paraissait complètement dingue. Et en fait, en apprenant, je me suis rendu compte que oui, en fait, c'est pas possible autrement. Donc en fait, c'est très cher, il y a des prix. Donc moi, voilà, ces clients-là ont profité de mon inexpérience. J'ai refait les choses, j'ai fait des conneries. Mais t'as accepté par contre du but en blanc parce que t'avais ce bagage de bricolage, on va dire, oui, ça m'a pas fait peur. On t'a dit tiens, tu veux pas Ouais. refaire une maison, t'es dit ok. C'est ça. Tu veux refaire ma cuisine, je veux qu'on pète ce mur-là, qu'on refasse les lecs, machin. Ah oui, d'accord, ok, vas-y, on y va. Mais t'avais pas Salle fait de bain. d'études, c'était vraiment à la maison, t'avais appris. Par la suite, j'ai fait des cours du soir pour adultes, pour être électricien. Oui, il y a aussi mon grand-père qui est super important dans cette histoire parce que mon grand-père était aussi un manuel de... C'est des gens qui savent tout faire, quoi. Et donc oui, j'ai appris au contact de ces deux hommes. Mais voilà, donc entretien de jardin, rénovation de cette maison, et surtout là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, ok, t'es dans les beaux quartiers. C'est des gens... J'ai tout de suite analysé, j'ai vu qu'il y avait un réseau, c'était des expatriés. Monsieur était jamais là, c'est très cliché dans ces quartiers-là. Franchement, c'est assez dingue. C'est les femmes qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, mais il y a des nounous et tout ça. Mais les hommes, on les voit jamais. Ils sont absolument jamais là. Il y a même des clients pour qui j'ai bossé très longtemps. Je n'ai jamais vu le mari. C'est un truc de fou. Et je me suis dit, si j'arrive à finir cette maison et que ça se passe bien, ma cliente abusait dans tous les sens du terme. Elle me faisait faire. Enfin, j'étais son larbin, vraiment. Je me souviens de trucs. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais je me disais non, vas-y, tiens bon, tu t'en fous. Tu finis ça, après le réseau va s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai fini ce projet, ils étaient contents, ils avaient confiance en moi, tout ça, donc j'ai eu après tout le contact des expatriés. Mais t'as changé les prix. Ouais, j'ai réussi gentiment à dire ouais, mais en fait là c'est pas possible. Et en fait j'étais assez étonné, d'ailleurs c'est une petite aparté, à quel point les gens savent qu'ils te la mettent, pardon, mais parce que c'est vraiment le terme, je suis un peu vulgaire, mais ils savent que vraiment... t'es pas cher et que c'est quand même rare et tout, mais ils tiennent la mascarade. Il y a aucune culpabilité, il y a aucune... Classe dominante aussi. Ouais. Il y a ça aussi. C'est comme le mec en haut de l'estrade, quoi. Ouais, mais tu vois, avec du recul, je ne comprends pas. Tu vois, les mecs sont directeurs financiers. Moi, j'avais ces clients-là, directeurs financiers, Danone, machin. Et t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as commencé cette première maison? Je crois 25, ouais. Et tu gagnais bien ta vie? Non. J'ai jamais bien gagné ma vie, en fait. Ta société de bâtiment, tu l'as créée à quel âge? 25 ans, je crois. Ok. Et les réseaux sociaux?
les réseaux sociaux à 29. Et ça, c'était un hasard? Ça s'est passé comment? Je travaillais pour le grand frère de mon meilleur ami. Et lui, il faisait des sites internet. Et il me disait, bah tiens, je veux bien, si tu me fais cette salle de bain, je te fais un site internet. Je trouvais que c'était tellement une douille. Je trouvais ça vraiment pas du tout intéressant. Moi, quand on est tout seul, on n'a pas besoin d'un site internet. Enfin, bon, voilà. Mais par contre, je trouvais l'idée intéressante d'avoir une vitrine, de pouvoir mettre des photos et de pouvoir montrer à ses clients, bah voilà, en fait, je travaille. Parce que je travaillais au pistolet, à peinture, donc peintre, et je pulvérisais de la peinture à 120 bars sur les murs. Donc à l'époque, c'était très très peu fait en France, et ça demande une attention toute particulière, puis ça peut faire peur aux gens parce que ça fait du brouillard, ça peut en mettre un peu partout, tout ça. Je trouvais ça chouette de pouvoir montrer des photos de comment le chantier était tenu, comment c'était bâché, de la qualité de la finition et tout. C'était un support pour pouvoir vendre mes chantiers, tout simplement. Et voilà, c'est là que ça a démarré. French Rénovation, ça vient de là. J'ai été très vite repéré par une marque qui vend des pulvérisateurs de peinture, et là j'ai commencé à goûter un peu à l'influence. J'étais tout petit, j'avais quelques centaines d'abonnés. Je me suis dit, ah tiens, en fait, c'est vraiment une niche, et on intéresse en fait les marques. Et puis après, bon, j'ai oublié ce truc-là et j'ai continué à poster. Et j'ai dû avoir 5000 abonnés, un truc comme ça, avec une activité de peinture. Et après, la suite, c'est après t'avoir rencontré Élise, parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, mais Élise, donc une des Élises. On ne dira pas laquelle. Voilà. On est en couple depuis 10 ans, donc, et Élise, donc, tu me dis, Cyril, arrête, tu gagnes pas d'argent, ce qui est vrai, parce que je suis nul commercialement parlant. Il faut qu'on fasse des maisons, viens, on achète un terrain. Arrête ta clientèle. Et moi je flippe parce que arrêter cette clientèle qui a mis des années à se construire et tout, c'est tellement précaire, t'as tellement peur t'es dans une situation. Je pense pas que pour le coup vous puissiez connaître ça. Non. Parce que cette insécurité de dans 2 mois t'as peut-être plus rien. Et c'est pour ça que j'admire moi les artisans qui arrivent à demander les bons prix, qui arrivent à être forts dans les négociations. Parce que on part avec vraiment une balle dans le pied énorme, c'est-à-dire que on se retrouve dans des situations où on peut ne rien avoir, ne pas pouvoir manger, c'est vraiment dur. Et donc Élise te convainc d'acheter un terrain malgré cette peur. C'est ça. Et c'est parti, on prend un maçon, on fait construire les murs, et après bah on a juste un terrain avec des murs, et je me mets à tout faire. Élise elle dessine, elle fait le permis de construire, enfin voilà, magicienne. On a tout ce qu'il faut, et puis c'est parti. Et là, par contre, je fais des petites vidéos et je publie. Voilà, je crois que c'est ma motivation, puisque pour bosser tout seul, faut arriver à se motiver sur un projet aussi gros. Et mon truc, c'est d'arriver à sortir des vidéos, à faire mon montage rapidement et à diffuser sur les réseaux. Et ça fait d'un seul coup des vues, des 10 000 vues, 20 000, 100 000, 500 000 vues, et c'est complètement dingue. Et je prends des abonnés. Je crois que sur ce projet, on prend 100 000 abonnés. Et puis voilà, après il y a l'influence qui rentre là-dedans, et on devient French Rénovation, et on fait une seconde maison, et puis etc. quoi. Et ça continue aujourd'hui. Bon, Exactement. bah écoute, c'était super de t'entendre raconter toute ta scolarité, bon, qui était pas toujours joyeuse, mais qui t'a quand même emmené là où tu es aujourd'hui. T'as quand même fait des rencontres qui t'ont marqué, et puis voilà, on est tous issus effectivement de professeurs, de rencontres amicales, pas très amicales, et qui font qui on est aujourd'hui. Et si t'avais pu changer quelque chose, qu'est-ce que t'aurais aimé avoir que tu n'as peut-être pas eu? Ben, moi, j'aurais aimé juste que le système ne soit pas comme il est. Enfin, c'est horrible, mais pour moi, il y a tout à revoir. Ok. Non, mais c'est dur. Il y a eu des profs super, mais dans l'ensemble, je peux pas te dire que ça laisse quelque chose de positif. T'as pas un vrai bon souvenir de ta scolarité? J'ai eu des années avec Benjamin et tout ça, avec des potes, où c'était bien, mais les traumatismes subis sont trop forts comparés aux positifs. Non, bah, tu te dis, c'est bien pour ça qu'on œuvre. Élise et moi, c'est pour faire changer les choses, parce qu'effectivement, on pense qu'il y a de très bonnes choses, mais malheureusement, c'est encore assez oppressif. Et effectivement, il y a ce carcan de l'école française qui est quand même très élitiste, il faut le dire. Quand même, effectivement, pas mal de choses à faire évoluer, mais on sent des frémissements quand même, donc on espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été notre premier invité. Avec plaisir. Et puis donc, on te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux, mais je crois que c'est pas trop la peine de le dire parce que tu es suffisamment connu. Donc voilà, French Rénovation partout. Et nous aussi, on a un petit compte, Les Élises, sur Insta, notre podcast évidemment, à écouter et à partager. N'hésitez pas à liker le podcast, et puis aussi à nous écrire si vous voulez sur Les Élises, ou de suivre la classe dehors d'Élise que je filme et que je publie. Et voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, donc c'est super chouette. Et donc on vous dit avec Élise, à bientôt. À bientôt. À bientôt.